Eh bien, bienvenue dans cette nouvelle édition du Street Show, Summertime, toujours là avec Sylvain, Sylvain en pleine forme. Bonjour, et puis Amira également est là, deux invités aujourd'hui, invitées témoignage, elle va témoigner de sa maladie. De Verneuil, c'est Claudia qui va arriver dans un instant, et puis lui il est dans l'acting notamment, on peut le voir à l'affiche sur une série sur Netflix, c'est Dimitri Bouetto qui sera avec nous dans un instant. Le Street Show, c'est parti. Bon, tout le monde va bien comme autour de cette table. Toujours en pleine forme. Au top, toujours heureuse de venir vous voir. Voilà, c'est le plaisir, il est partagé. Alors du coup, on va parler de quoi avec toi, Amira? On va parler de robe cocktail pour vos événements cet été, vos baptêmes, vos mariages. Tout ça, quoi. Et les astuces, surtout, pour ne pas payer trop cher, parce que c'est la reste. Ah oui, c'est ça. C'est la crise. C'est la crise. Bien sûr. Et puis Dimitri Bouetto sera avec nous, ainsi que Claudia dans un instant, qui elle va nous parler de sa maladie de Verneuil. Et puis avec toi, donc on va parler. Donc, on va parler d'un blind test qui a lieu sur un plateau de télévision. Ah oui. Je dirai plus tard. Chut, faut rester là, faut rester dans le Street Show. On a que nos deux invités, Claudia et Dimitri Bouetto. On accueille nos invités, Claudia, Dimitri Bouetto, on dit bien Bouetto. Bouetto. On va parler de toi dans un instant, parce que tu es acteur depuis 2017. On va revenir un peu sur ton parcours, c'est atypique. Et on peut te voir sur Netflix notamment, on en parle dans un instant. Claudia, bonjour. Toi, tu viens nous parler donc, aujourd'hui donc, de ta maladie, la maladie de Verneuil. C'est un témoignage, donc on a eu beaucoup de gens qui sont venus parler de leur maladie aussi. Le Street Show, c'est ça aussi. La vraie sagesse de la vie consiste à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est ta citation, enfin c'est pas ta, c'est une citation. Ma citation, mais tu l'aimes bien, qui me ressemble et que j'aime beaucoup. Alors que justement quelques mots, enfin même pas quelques mots, avec tes mots, la maladie de Verneuil, c'est quoi? C'est une maladie chronique inflammatoire de la peau et ça se caractérise par des kystes, des nodules et des abcès qui ont différentes tailles et qui se placent dans les plis du corps, là où on transpire le plus, et d'autres zones du corps. Et j'ai cette maladie depuis quelques années. Ah oui, donc du coup, ça arrive comment? Parce que c'est pas génétique, c'est pas forcément génétique. Pour ma part, ça arrivé du jour au lendemain suite à un choc émotionnel traumatisant. Ouais. Après, pour des personnes, c'est différent. Ça peut être héréditaire, ou ça soit des générations, ou c'est dû à un choc émotionnel. D'accord, ouais. Et donc, on arrive quand même à en vivre, en fait. Enfin, oui. Après, c'est extrêmement compliqué. C'est surtout, je pense, tant qu'on n'a pas accepté qu'on était malade, qu'on avait une maladie, c'est extrêmement compliqué. Ça se soigne ou pas? Ça se soigne, oui et non. Il y a des traitements. On a tous un traitement qui est différent, mais malheureusement, ça n'arrête pas, en fait, cette maladie. D'accord. Donc toi, par exemple, tu as un traitement? Oui. À vie ou c'est un traitement Là, j'ai un nouveau traitement et donc on doit voir si ça me convient, si ça espace les poussées, si vraiment ça me permet de vivre un petit peu mieux sans en avoir tout le temps, parce que moi, j'en ai vraiment tout le temps. Pour l'instant, ça a l'air de pas mal fonctionner, donc c'est positif. Mais j'ai eu des traitements où ça n'a pas fonctionné et ça a du coup fait l'effet inverse. Donc c'est extrêmement compliqué de trouver le bon traitement, sachant que le corps s'habitue assez vite et du coup ça n'a plus d'effet après. Ok. Mais c'est quoi comme traitement? En fait, quand on parle de traitement, c'est vraiment du médoc? Par exemple, j'ai eu des opérations. J'ai mon traitement, donc j'ai de la doxycycline à prendre. Il y a aussi du laser, mais peu importe en fait ce qu'on va nous proposer, ça n'enlèvera pas, ça n'éradique pas en fait la maladie complètement. Ça nous permet en fait de souffler, mais elle est toujours là, quoi. Elle est toujours présente. Et oui, vas-y, pardon. Donc en gros, ce sont, t'as dit, des kystes qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent. Je veux dire, toi, t'en as eu combien depuis que t'as cette maladie? Est-ce que t'en as eu beaucoup? Est-ce que... Je pourrais même pas donner un chiffre parce que j'en ai tous les jours. T'en as tous les jours? Ah oui, donc là... Ça part, ça revient. En 1 heure, je peux en avoir 2 ou 3. Et en plus, c'est à différentes zones. Donc je peux en avoir 1, par exemple, ici, et 4 au niveau des parties intimes, et juste 2 au niveau des fesses. Ah oui, oui. Donc, moi, j'ai une question concernant ce que tu disais, que c'était dû à un choc émotionnel. Donc, il doit y avoir une partie qui doit être traitée de manière psychique. Oui. Et je le conseille vraiment. Faut vraiment pas avoir honte d'avoir une aide psy. Parce que j'en ai déjà parlé, il y a des personnes malheureusement, et moi j'en fais partie, où on a clairement voulu se retirer la vie parce que c'est horrible de vivre avec cette maladie. Ton corps il change et tu ne peux rien faire. Mais est-ce que c'était dû à ce choc émotionnel que tu as voulu en finir, ou est-ce que c'est la maladie qui fait que tu veux... C'est les deux. Oui. Parce que du coup, il y a ce point-là. Ouais.
originellement parlant, qui fait que... Bah, c'est ça, et puis le stress et l'angoisse et tout ce qui va t'entourer dans ta vie a un impact dans la maladie aussi. Donc ça veut dire que si par exemple, demain, je sais pas, tu as un choc émotionnel, ça veut dire que tu pourrais... ton état pourrait se dégrader ou... Oui. Ouais. Oui. Là, juste par exemple, depuis que je sais que je devais venir sur le plateau, j'ai stressé. Et par exemple, ce matin, j'ai vraiment stressé et du coup, j'ai une poussée au niveau des parties intimes. Ah ouais, par rapport à nous? À cause de nous? Non, pas donc, à vous, mais c'est parce que j'ai ce stress en fait. Tu sais que tu disais depuis combien de temps que tu viens en fait nous voir parce que tu dis que tu stress depuis le jour où tu le sais. Depuis ça va faire quelques jours que je... Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et c'est venu progressivement. Et là, vraiment, ce matin, vu que je savais que c'était le jour J, D'accord. Ça va, on n'est pas méchants au final. Non, c'est bon. Est-ce que, au contraire, si tu as des bonnes nouvelles ou des choses qui te plaisent dans ta vie, ou par exemple tu deviens heureuse, amoureuse, ou est-ce que justement ça va mieux, ça améliore les choses? Alors oui, mais il y a quand même aussi un impact par rapport toujours à la maladie. En fait, que ce soit du bon ou du moins bon, il y a toujours en fait des poussées. Mais je vais en avoir moins parce que du coup je suis bien, je suis heureuse et je suis bien dans ma peau, quoi. Non, c'est bien ça. On parlait justement du suivi médicamenteux, oui, c'était comme ça, oui, que tu prends. Et au niveau des médecins, comment ça se passe? Tu les vois régulièrement? Je pense que tu es bien suivi, je pense que tu dois être comme... Alors maintenant, j'ai un vrai et un bon suivi parce que j'ai énormément eu du mal à avoir des praticiens qui me prenaient au sérieux et qui, tout simplement... Pourquoi te prendre au sérieux? Parce qu'ils ne croyaient pas ce que tu avais? Non. Ils pensaient que c'était dans ma tête, que je m'inventais cette maladie pour avoir de l'intention. Souvent, les praticiens confondent ma maladie avec des simples boutons. Ah. Et moi, je me bats pour dire que c'est pas des boutons, en fait. Et c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Donc, j'ai fini par trouver une bonne dermato qui est spécialisée dans la maladie de Verneuil et du coup, qui prend du temps à t'expliquer, à parler de ton traitement, même si tu veux pas celui-ci ou un autre. Et ça, c'est vraiment compliqué. Et c'est toujours d'actualité de trouver un praticien qui est à l'écoute, qui te juge pas, qui te traite pas de folle, qui te dit pas que c'est à cause de la cigarette ou parce que tu es en surpoids. Ce qui n'est pas ton cas, apparemment. En fait, il n'y a pas de cause réelle, alors, du coup, par rapport à... Comment ça? Ta maladie, tu ne l'as pas eue à cause d'un truc... c'est suite à ce choc... Ouais. Mais c'est... Après, oui, voilà, parce que les gens pensent que c'est à cause d'autres choses. Voilà. Ah non, c'est vraiment ça. Ouais. Et comment on te l'a décelé, en fait, la maladie de Verneuil? Parce que, et d'où vient ce mot, en fait, d'ailleurs, Verneuil? Je me posais la question. Alors, c'est le chirurgien qui l'a détecté, qui s'appelle comme ça. Et donc, du coup, ça a ce nom-là. Elle a 3 noms aussi, mais le plus facile à dire, c'est la maladie de Verneuil. Et après, j'ai oublié ce que tu m'as posé. Et en fait, je me demandais comment on t'a diagnostiqué en fait, cette maladie. Oui. On a mis 2 ans à me la diagnostiquer. C'est avec un rendez-vous dermatologue où, du coup, il a regardé mon corps, des cheveux jusqu'aux orteils. Ah oui. Et par chance, ce jour-là, j'avais des abcès et des nodules, donc j'ai pu lui montrer. Et vu que pendant 2 ans, on m'a dit que j'étais folle, j'avais pris des photos sur mon téléphone et je lui montrais. Mais du coup, en fait, c'est une maladie qui a été diagnostiquée donc, par une dermatologue, mais qui reste quand même une maladie qui est due à un choc émotionnel, donc psy. Du coup, c'est finalement une bonne approche que la dermato ait pu te dire, enfin voilà, que c'était pas juste de la cause à effet dermatologique, mais aussi psy, quoi. C'est pour ça qu'elle m'a conseillé aussi d'aller voir un psy, même sans son conseil, j'y serais allée parce que c'est vraiment important. Et donc tu disais que tu avais du stress, justement, de venir par exemple nous voir. Mais pourquoi ce choix de témoigner alors, dans les médias? Donc normalement tu as été chez My Mag, de nous voir nous. C'est pour peut-être surmonter ça aussi, en fait. C'est surtout parce que j'en ai énormément souffert. Je me suis cachée pendant des années sous des gros vêtements. Je ne sortais pas. J'ai voulu aussi en finir malheureusement. Et c'est surtout que je m'aperçois en fait qu'il y a encore des personnes qui n'arrivent pas à être diagnostiquées, qui ont honte de leur corps. Et pour moi, en fait, ma souffrance que j'ai eue, je ne veux plus qu'il y ait quelqu'un qui l'ait. Pour moi, c'est impossible. Donc tu es messagère, on peut dire que voilà, comme ça. Donc, à ma façon. À ta façon, tu fais partie d'associations ou de fait autre chose par rapport à ça? Pour l'instant, non. Et t'aimerais peut-être à la suite ou pas du tout, en fait. C'est vrai que... Non.
Voilà, tu continues. Non, mais c'est vrai. Donc, en tout cas, tu partages sur les réseaux ton expérience, ça des blogs personnels, justement, ces différentes traces. On rappelle, donc c'est une maladie qui se situe où on peut avoir des nodules, donc dans les parties intimes et un peu partout où on transpire, en fait. C'est ça. Des kystes, voilà, je recherchais le mot, parce que tu l'as dit plusieurs fois, les kystes. Mais ça, c'est tous les jours. Un jour, t'en as, ça disparaît, ça revient le lendemain. C'est ça. Et puis, en fait, il y en a, ils sont tellement gros, par exemple, au niveau des parties intimes, que tu ne peux plus marcher. Quand tu travailles, du coup, c'est extrêmement compliqué d'expliquer à ton patron que là, ce matin, tu t'es réveillé, 2 heures après, tu peux plus marcher parce que t'es un poussé, en fait. C'est pas possible. Donc, Et justement, ton employeur, il comprend ce que tu as ou c'est difficile pour lui que, comme tu dis, c'est par exemple un matin tu te lèves, tu peux pas marcher. Est-ce que toi, tu as un employeur compréhensif? Est-ce qu'il comprend vraiment ça? Alors maintenant, oui, mais j'ai perdu mon premier travail à cause de ma première opération qui a duré plus de 6 mois. D'accord. Ok. Donc j'ai fait plusieurs boulots où à chaque fois, en fait, ça se terminait, où on ne me gardait pas parce que j'avais trop d'absences, même si elles étaient justifiées. Dans le travail que je fais, je suis animatrice pour enfants et c'est compliqué, quoi. D'accord. Ouais. Donc c'est une référence pour les enfants et à chaque fois, cette référence-là, elle n'était pas là. Donc, Est-ce que ça te handicape aussi pour avoir une relation de couple ou de... Alors, oui ou non. Ça dépend, en fait. Moi, j'en parle librement. Après, si je vois que ça coince, je ne forcerai pas, quoi. Mais après, il faut quand même le dire, il y a des personnes qui ont des greffes et, au niveau des parties intimes ou même fesses, sillon, anus, et qui ne peuvent plus avoir de rapport parce qu'en fait, ça vive, ça fait mal, c'est plus possible. Ou même quand tu es en poussée, tu n'as pas trop la pensée de vouloir faire un rapport. Ah, bien sûr, ouais. Voilà, quoi. Donc ça reste, ça reste quand même compliqué, parfois, oui. Ça reste... Mais on peut quand même avoir... Et quel serait ton message justement aujourd'hui dans le street show pour parler de cette maladie? Si tu as quelque chose, tu as envie de dire, à t'adresser toi directement face caméra aux téléspectateurs? Je dirais aux personnes de ne pas avoir honte ou de ne plus avoir honte et vraiment en fait de profiter de la vie et de montrer son corps et vraiment de l'accepter surtout. Eh bien, c'est un beau message. En tout cas, on t'applaudit. Tu restes avec nous. Donc, on va parler de plein d'autres choses dans le street show. Sylvain, c'est à toi. Ouais, juste avant de parler d'acting, de films, de séries avec Dimitri, Sylvain. Oui, c'est moi. Vas-y. Salut. Alors, est-ce que vous connaissez Quiz Room? Non. Non, c'est un blind test. Un blind test un petit peu original, un petit peu spécial, puisqu'il se déroule sur un véritable plateau de télévision avec l'ambiance télé qui est imprégnée. Une voix off, des buzzers, des faisceaux lumineux. C'est un quiz musical qui dure à peu près... Alors, on va prendre plusieurs, bien sûr, niveaux, parce qu'il y a plusieurs niveaux. La partie dure une demi-heure. Donc, franchement, une demi-heure la partie, où on vous donne des extraits musicaux d'une catégorie que vous avez choisie à l'avance, que ce soit variété française, rap, rock, ou je sais pas quoi. Voilà. Ça, c'est métal, c'est ça que tu essayais de faire. C'est ça. Le hard rock, métal. Donc, c'est vraiment un blind test. Et ce qui est possible dans ce blind test, et je vous promets que c'est vrai, vous pouvez, quand vous allez y aller avec des amis, vous proposer anonymement, sans que personne ne sache, vous pouvez personnaliser votre propre quiz en proposant des questions sur le blind test aux équipes. Sans que, par exemple, si Raju, il propose des questions sur le blind test, moi, je ne saurais pas que c'est lui qui les a posées, alors qu'il est autour de moi. Donc forcément, il aura toutes les réponses. Alors, ce truc, ça se déroule dans le 6e, aux rues de Guénégaud. À Paris, hein. Voilà. À Paris, exactement. Alors, j'ai pas de buzzer, non. J'ai envie de buzzer. Voilà. Merci. C'est ça la chute, c'est marrant. Ça. Bon, en tout cas, on a retenu le blind test dans le 6e. Ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. On va parler maintenant. Ça te tenterait du coup Ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Hein. Dimitri, te voilà. T'es là depuis tout à l'heure. T'es pas parti. Acteur depuis peu. On se parlait il n'y a pas si longtemps, en 2017, pour ne pas citer l'année. Donc toi, tu n'avais pas fait un cursus spécial, du coup. C'est à travers des rencontres. Il y a eu la case, clairement, on peut le dire, prison, du coup. Et c'est là que tu as fait des rencontres, quand même. En fait, c'est là où... moi, j'ai commencé d'abord par une vie compliquée, sans papa, avec une maman un peu perdue.
j'ai été placé, j'ai essayé de me trouver dans mon adolescence, ça a été compliqué aussi. J'ai toujours senti qu'il y avait une différence avec les autres. Et j'avais pas de parents à côté de moi, donc je pouvais pas mimer non plus l'homme que j'allais devenir. Bien sûr, ouais. Et j'ai été livré un peu à moi-même. Et je suis donc passé de rencontre en rencontre, de connaissance en connaissance. Et dans ces rencontres-là, il y en a eu des mauvaises qui m'ont amené en prison. Et puis, bizarrement, je me rends compte aujourd'hui que j'ai toujours été l'acteur de ma vie, parce que j'ai toujours été celui que l'autre voulait que je sois. Et quand j'étais petit, on me disait tu finiras en prison, parce que j'étais un peu plus turbulent que les autres, le fait d'avoir de papa et tout. Et j'ai donc fini par aller là où on m'a dit d'aller, quoi. J'ai été en prison une première fois, ensuite on m'a dit tu reviendras, je suis venu une deuxième fois, puis un jour je suis tombé sur des gens qui étaient Mais c'est pour quelle raison, en fait, que d'aller en prison? Des détentions d'armes, association de malfaiteurs, des trucs... Des trucs de testostérone où je pensais être un garçon, donc je reprenais ce qu'il y avait dans les films et j'essayais de le réitérer, mais avec peu de succès apparemment, puisque je me faisais attraper. Et moi, ce qui m'a vraiment changé, ça a été l'art, quoi, la culture, les mots, les artistes en général, et en tout cas tous les gens qui s'intéressent à l'art, parce que la partie sociale qui a réussi à m'intégrer, ce sont ceux qui justement, qui grâce à l'art pouvaient imaginer la vie différemment, avec des gens qui n'étaient pas forcément dans des cases, et qui donc se sont intéressés à moi, ont trouvé de l'humanité en moi et de la douceur, même si j'étais avec une grosse carapace, et ils m'ont assimilé à leur vie, et en m'assimilant à leur vie, je me suis assimilé à la société, et aujourd'hui je vis de l'art, grâce à ces gens-là, et c'est quand même assez exceptionnel quand même de voir que quand on va vers les autres, on arrive à les changer, et on arrive aussi à changer la face d'une vie qui était vouée à l'échec, quoi. J'aurais dû soit mourir, soit finir en prison, et au final je suis ici avec vous et je suis un homme plutôt heureux et équilibré. Parce que c'est vrai que tu as été en prison, mais tu n'as pas fini en prison. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors que, bizarrement, tous ceux qui y vont sont voués à y revenir tôt ou tard, parce que c'est un petit peu leur rôle social, quoi. On se disait qu'il y avait deux types d'intelligence, en fait. L'intelligence, on va dire, tu disais lettrée, c'est ça? Il y a l'intelligence éducative qui t'est inculquée à l'école. Bien sûr. Tu as aussi une intelligence émotionnelle et personnelle et je dirais presque viscérale. Après, on peut avoir les deux aussi. Une intelligence innée qui est souvent chez les enfants, on le voit souvent dans la malice, quand l'œil pétille, quand tu vas avoir un gamin qui va arriver à tricher avec sa copine, parce que sa copine le laisse tricher, c'est parce qu'elle l'aime bien. Je pense qu'il y a aussi ce côté où quand tu es issu d'un milieu social hyper compliqué, complexe, tu apprends à te débrouiller, quoi. Tu apprends à débrouiller, tu t'adaptes. Tu as l'intelligence de t'adapter en fait plus rapidement peut-être par instinct de survie finalement que d'autres jeunes, etc. Et cette intelligence-là qui s'est développée peut-être aussi. Tu prends beaucoup plus facilement les outils pour justement arriver à t'intégrer. Alors que si tu es d'une famille normalement constituée, tu es l'enfant de quelqu'un qui vient de tel clan familial. Donc tout de suite tu existes socialement en étant l'enfant de quelqu'un et de quelqu'un. Quand tu n'es l'enfant de personne, c'est à toi de trouver des leviers sociaux pour exister, pour dire voilà, je suis là, je sais faire ça. Bien sûr. Et c'est vachement intéressant parce que ces outils-là, en société, à l'école, on ne nous les apprend pas. On nous apprend à travailler, à avoir un rendement, à payer des impôts et à faire partie d'une chaîne. Et encore, on ne t'apprend pas ça. On ne t'apprend pas à faire les acquis d'imposition. On nous apprend pas mal de choses. Moi, à mon époque, je me souviens qu'il y avait l'éducation civique qui te disait voilà, pour être un bon citoyen, c'était comme ceci et comme cela. Et je crois que l'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence de s'adapter à toutes les situations. Les gens arrivaient tout de suite à avoir, tu vois, on ne se connaît pas. Et dès que, tu vois, je prends de suite conscience que toi aussi, dans ton enfance, tu as dû avoir des choses qui font que tu prends la parole tout de suite. Et donc, c'est ça qui nous le dit, tu vois. Et ces leviers-là, qui sont des leviers sociaux, qui sont des leviers d'interaction en termes, je dirais, d'amour. Parce qu'on on va pas se revoir, on se reverra plus jamais, mais on est heureux de se rencontrer, d'avoir des moments de vie qui sont similaires et pouvoir les mettre en avant auprès des téléspectateurs. Bien sûr, que voilà, tout est possible. Tu penses qu'on se reverra jamais en fait du coup? Je pense qu'on se reverra peut-être jamais, oui c'est possible. Moi il y a plein de gens que j'ai pas revus. Mais on va peut-être se revoir quand même du coup. Aussi peut-être aussi. C'est pas non plus impossible, commence pas donc à tuer les rêves comme ça d'entrée. Et donc du coup comment tu as eu ce déclic de devenir en 2017 acteur? Alors moi, des rencontres, c'est ça, moi, j'ai pas eu de déclic. Moi, j'ai toujours été acteur. C'est-à-dire que moi, même quand tu es allé en prison, tu étais acteur? J'ai toujours été celui que l'autre voulait que je sois. Oui. Quand un policier disait t'es un mec dangereux, je jouais le mec dangereux pour exister auprès des prisonniers, pour dire moi, je suis pas n'importe qui, tu vois. Oui. Alors qu'en réalité, pas du tout.
En réalité, j'ai toujours été une espèce de Casimir croisé avec un bisounours, tu vois, qui a voulu jouer le mec méchant, alors que pas du tout. Mais j'ai toujours été... Et quand les juges, un jour, m'ont dit, oui, mais est-ce qu'il y a de l'intelligence chez vous? Je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a de l'intelligence? Oui, il y a de l'intelligence chez moi. Et quand je me suis rendu compte que les mots que eux employaient faisaient que je prenais beaucoup de temps de prison, je me disais, mais les mots ont vachement d'importance. Moi, les mots, je ne m'y intéresse pas. Mais en fait, les mots, c'est ce qui permet de véhiculer ce que je suis. Oui. De gigoter, de gesticuler comme ça sert à rien. Il faut que je synthétise et que j'exprime ce que je suis. Et donc, j'ai pris mes émotions, je les ai rassemblées dans des mots et je me suis exprimé. Et quand je suis tombé sur des gens qui avaient l'amour du mot, notamment ces gens qui travaillaient pour la justice, ce sont des gens qui aiment la culture et ils aiment le mot, ils ont été assez subjugués quand même de ce que je leur exprimais et de ce que je leur ai dit. Oui. Et donc, ils m'ont donné des chances. Ces chances-là, je les ai prises. Aujourd'hui, je suis là, donc je suis très content. Mais je pense que acteur, tu l'es viscéralement dès le départ de ta vie. Ouais, tu le deviens pas forcément être comme acteur, ça. C'est arriver à être capable d'observer, de regarder ce qui se passe, de synthétiser les scènes, de voir les interactions entre les humains. C'est de l'humanité, être acteur. Bon, bah, visiblement, tu l'es pas. J'aurais pas besoin d'expliquer comment ne pas être acteur, vous venez de le voir. Voilà. Ouais, puis t'as joué avec pas mal de monde, notamment dans Burnout, ça c'était déjà en 2017, avec François Civil. Ouais. Fanny Ardant aussi, tu connais? Fanny Ardant, oui. Didier Bourdon. Alors non, Didier Bourdon, je crois que c'était... C'était une rencontre. Tu l'as rencontré, une belle rencontre, Didier Bourdon, parce que c'est un homme qui m'a aussi permis de continuer et de croire en mes rêves. Ouais. Éric Frac. Voilà, déjà, pas. Oui, un ancien du clan, un ancien de Mafiosa, qui est réalisateur. Qui avait joué aussi dans le bureau. Dany Laurent, Marion Cotillard, Fanny Ardant, on l'a dit. Ouais, j'ai travaillé dernièrement avec Nadia Tereskevich, Dali Ben Salah, où je joue le grand frère des frères Barberousse Pirates, où je joue le rôle de Isaac dans La Dernière Reine d'Alger, qui est passé pendant presque 2 mois au cinéma là, ces derniers temps. J'étais avec Judy Gaillet dernièrement, François Barléand, Youssef Hdi, Ilan de Brabant dans un film sur France Télévisions que vous pouvez encore revoir en replay, qui s'appelle Disparition inquiétante, retour aux sources, où je joue le rôle de l'intrigue. Voilà, donc pour l'instant, on est quand même plutôt du second rôle, en fait. Là, c'est déjà bien, tu me diras, attention, j'ai pas dit que c'était pas bien. J'ai eu des seconds rôles et aussi des premiers rôles. Alors, c'est une hiérarchie assez spéciale, l'acting, parce que moi, je fais partie des acteurs qui ont peu de temps d'acting, mais il faut que j'amène suffisamment de puissance et de force pour les rôles qui nous sont proposés. Donc, tu as deux styles d'acteurs. Tu as ceux qui vont pouvoir être acceptés par le public au bout de 20 heures d'image dans une série. Et puis, tu as ceux où il faut faire ta place en l'espace de 30 secondes. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Donc, je fais partie de ceux qui arrivent à faire leur place en peu de temps. Et c'est plutôt bien. Et ça commence à évoluer parce qu'on propose des rôles de plus en plus grands. Et de plus en plus beau. Donc, on a pu te voir dans la série de Nawel Madani aussi. Ben justement, la série de Nawel Madani, jusqu'ici, si tout va bien, de Netflix, qui a été diffusée dans 40 pays au final, où on a été dans le top 10, 34 pays. On a été premier en France pendant 3 semaines. Mais j'ai eu, pareil, peu de temps d'image, mais avec beaucoup d'impact. Avec beaucoup d'impact, parce que ça a rythmé la série et ça a fait comprendre aux téléspectateurs qu'il pourrait y avoir une saison 2 qui serait beaucoup plus noire avec ma présence. Donc voilà, on attend ça. Tu vas peut-être avoir un rôle important pour le changement de... C'est plus que peut-être, c'est certain. Et c'était un exercice intéressant parce que c'était une série dans laquelle j'étais pas prédestiné au départ. Les castings, c'était pour un homme de 50 ans noir. L'âge, je suis proche, mais le physique, pas trop. Et j'ai réussi à choper quand même un rôle dedans et pouvoir le faire évoluer dans la saison 2, ce qui est quand même assez rare pour les acteurs. Je suis content de pouvoir démontrer à mes autres confrères qu'on peut faire bouger les choses, même si c'est prévu, c'est écrit, c'est acté. Nous, de par ce que nous sommes, on peut encore faire bouger les choses et moi, je trouve ça génial. Voilà, donc tu es là pour faire bouger les choses. Il y a aussi un projet sur France 2 qui arrive. Oui, la semaine prochaine, je commence un tournage sur France Télévisions. Donc voilà, au mois de juillet, ça bosse. Hein, donc pour toi, quels sont les conseils que tu pourrais donner justement à un acteur qui, un mec qui veut se faire du cinéma comme ça, donc ou une fille, je sais pas pourquoi je dis un mec. Je crois que tout le monde pense qu'être acteur, c'est avoir beaucoup d'ego. Ouais. Et je ne crois pas. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de force, mais pas beaucoup d'ego. Parce que quand tu as beaucoup d'ego, tu n'écoutes pas l'autre. Et l'acting, c'est un métier d'écoute. C'est-à-dire que moi, je dois être capable de te laisser parler et t'exprimer et vivre pendant 3 heures.
et moi, juste sur une respiration, être en accord avec toi. Mais si, moi, je pense qu'à ma respiration, je vais jamais t'écouter, donc je vais jamais faire écho à ce que tu es. Et l'acting, c'est vraiment de l'écoute. C'est vraiment de l'écoute et être capable d'exister au moment où c'est prévu. Donc il faut savoir s'effacer. Quand tu veux prendre trop de place, ça fonctionne pas. Parce que tu surjoues dans ces cas-là. Et quand tu surjoues, la caméra, elle pardonne pas. Savoir s'effacer, pas trop d'ego, mais l'écoute, la communication. Un bon communicant, très, très, très et quelqu'un qui sait écouter. Est-ce que c'est une approche de la méthode Stanislavski, un peu, cette approche-là? Oui, il y a plein de méthodes différentes qui se rejoignent toutes, parce qu'au final, elles fonctionnent toutes plus ou moins. Mais je crois que c'est à nous aussi de prendre tous ces outils-là d'école, de les assimiler, de les synthétiser, et puis ensuite de les transmettre, quoi. C'est un petit peu... C'est un peu le but de la vie, hein. On est là pour apprendre, synthétiser, et ensuite transmettre derrière. C'est un petit peu ça, l'acting. C'est une vie en accéléré, c'est 1000 vies en une accélérée. Mais je crois que pour tous ceux qui veulent faire de l'acting, il faut réellement se décentrer de soi-même, regarder les autres, regarder le temps de vie, regarder la vie s'écouler, regarder les gens, comment ils agissent. Il y a surtout aussi cette approche de donner de l'émotion, quoi. La volonté, c'est de faire vibrer, c'est ça, la volonté, c'est de faire vibrer. C'est-à-dire que si je te dis je t'aime, que je le dise à ma femme, à ma grand-mère, à ma petite amie, à mon enfant, le mot reste le même, mais le souffle et la vibration est différent. La gestuelle aussi, le temps de regard aussi est différent. L'acting, c'est tout ça mis l'un derrière l'autre, mis côte à côte, et pour arriver à créer des chemins émotionnels qui vont être captés par la caméra et livrés aux téléspectateurs. En tout cas, voilà, ça c'est des conseils qu'on avait besoin d'entendre, en tout cas avec toi aujourd'hui, Dimitri. Amira, c'est à toi. Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un peu plus léger, on va dire, que les deux sujets que nous venons d'aborder avec vous. Moi, je vais vous parler de tendances, de robes pour les cocktails, les mariages qui arrivent cette année. Voilà, parce que on a besoin de faire la fête aussi. Et là, cette année, je pense qu'il y a énormément de mariages qui n'ont pas pu être faits pendant les années précédentes, tout ça, qui vont avoir lieu. Mais on a aussi subi l'inflation, donc c'est un peu la hesse. Donc moi, je vais vous donner quelques conseils pour vous habiller de manière chic, tendance et pour pas cher. Alors, juste un petit rappel au niveau des tendances actuelles. On ose les couleurs vives et vibrantes. On accepte justement son corps et on se montre. On adopte aussi des silhouettes contemporaines avec des coupes ajustées et aussi des lignes évasées. Là, vous allez voir quelques petites photos que je vous suggère, avec des détails uniques comme les découpes asymétriques et des drapés artistiques et des volants délicats. Tout ça est dit. Maintenant, où aller trouver toutes ces merveilles ? Plusieurs solutions. La première, je vous recommande d'aller dans vous avez des boutiques aujourd'hui qui sont spécialisées dans la location de vêtements. Donc ça, dans le cinéma, on le connaît déjà. Hein. Louer tous les vêtements dont on a besoin pour faire une belle série. Et ben, on peut faire exactement la même chose. Vous pouvez aller dans des boutiques spécialisées, louer une robe de grands couturiers ou non, ou de bonne faction, en tout cas, pour un tiers du prix, ce qui permet de ne pas être habillé de la même manière pour les 5 mariages que vous aurez cet été ou les 5 événements que vous aurez cet été. C'est beaucoup, 5 mariages. Et 2 enterrements. Le bonheur des autres te ferait-il... 5 mariages, il faut manger, il faut faire croire que tu aimes la personne alors qu'en fait tu la détestes. Donc moi, un mariage... Parce que tu es jaloux, c'est ça en fait. Non, vous avez d'autres astuces aussi pour vous habiller cet été. Il y a les soldes, hein, on n'oublie pas. Ça arrive du 28 juin au 25 juillet prochain, avec les tarifs, les promotions, etc. Mais bon, on essaye de faire attention, toujours les amis, à l'écologie et d'où proviennent vos vêtements, parce qu'on ne pas sans rappeler qu'il y a énormément de gens à l'autre bout du monde qui travaillent dans des conditions difficiles. C'est pour ça aussi que je le rappelle, la location, ça reste quand même un bon moyen de s'habiller. Et la dernière, c'est d'aller chercher ses vêtements en fripe. Les fripes gagnent énormément de visibilité ces derniers temps. On va en friperie aujourd'hui plus facilement qu'il n'y a quelques années parce qu'on y trouve beaucoup de vêtements bien sélectionnés, qui ne vont pas du coup en Afrique, comme les vêtements pouvaient aller avant. Aujourd'hui, on peut avoir des friperies dans tous les coins de rue et je vous recommande justement d'aller chiner un petit peu et peut-être, si vous êtes suffisamment créatif, de customiser, de vous acheter des petits sequins, des petites choses pour faire vos propres vêtements et exprimer votre propre identité.
Merci Amira, en tout cas pour tous ces conseils. Voilà, si vous avez des cérémonies dans l'été, vous ne saviez pas comment vous habiller, ça y est maintenant avec Amira, vous savez. Claudia et Dimitri, on est entré dans les arrêts de jeu du Street Show, c'est l'heure du Final Game. Et donc le Final Game, c'est un petit quiz. On va partir au Moyen-Âge. Oula. Alors, une antienne. Qu'est-ce que c'était une antienne au Moyen-Âge? Est-ce que c'était la plus ancienne sœur d'un monastère? Est-ce que c'était la belle princesse qui criait en haut de son donjon « Oh, Sylvain, viens me voir, je t'attends en haut » Ou est-ce que c'était un verset chanté dans une messe? C'était une antienne de télévision? Non, c'est pas mal. Alors, votre réponse? Je sais pas, vas-y, non, je sais pas. C'était un verset qu'on chantait dans une messe. Voilà. Oh, bon, c'est très mal fait. Combien de temps, à votre avis, a duré le Moyen-Âge? Est-ce qu'il a duré 500 ans, 1000 ans ou 1500 ans? 1000 ans. T'es trop forte? T'as vu le Moyen-Âge, toi? Non, mais j'ai une spécialité, en fait, là-dedans, dans le Moyen-Âge. J'ai un bac plus 5 médiéval. Ah, oui. C'est vrai, en plus. Et à votre avis, une dernière petite question. Alors, je pense que tu connais la réponse, forcément. La guerre de 100 ans, elle a duré combien de temps? Elle n'a pas duré 100 ans, 130 ans. 130, ouais. 132. 86, 100, 116. 116 ans, de 1337 à 1453. Voilà. Merci Sylvain pour toutes ces précisions. Donc si on ne connaissait pas les dates, oui, parce que guerre de 100 ans, forcément. C'est sûr. Oui. Merci Sylvain. Voilà, en tout cas, c'était top de vous avoir vu. Claudia et Dimitri, merci Claudia pour ton témoignage sur la maladie de Verneuil et Dimitri pour nous avoir partagé ton expérience. On te retrouve bientôt, donc notamment sur France 2 et Netflix. Oui. Et puis on vous suit sur vos Instagram, on va les partager, les streeters, c'était cool aussi chez vous. Je vous dis ciao.